Bonjour Julien, je te propose de te présenter. Bonjour Benjamin, Julien Kesser. Je suis directeur général d'un groupe hôtelier familial qui s'appelle La Tour Collection. Et à ce jour, je parle en mon nom et pas Ok. en celui du groupe. Et donc ça fait quoi cette entreprise? Donc c'est un groupe familial. En ce qui me concerne moi, je suis dans l'hôtellerie-restauration. Donc j'apporte de l'expérience client à mes clients. C'est rentable? En ce moment pas, mais c'est pour ça que je travaille tous les jours pour arriver à la rentabilité. Le Covid y est pour quelque chose ou pas? Énormément. Euh, Énormément, je dirais ça, plus encore la partie commerciale qu'on est en train d'améliorer de mois en mois pour chercher de nouveaux clients. Je me permets juste de faire une correction. On a quand même réussi à être rentable l'année dernière sur un de nos établissements, qui est le Mercure de Belfort, avec le haut bureau. Et j'en suis très fier. C'est combien de salariés? Plus d'une centaine. T'as du mal à recruter? Oui et non, dans le sens où c'est le recrutement. Déjà, la première des choses, c'est de fidéliser ses collaborateurs déjà existants. Ça, c'est quand même la base. Donc ça, je trouve, je suis assez content. Il y a très peu de personnes qui ont quitté le navire au Covid d'ailleurs, avec tous ces changements de métier et tout ce qu'on entend. Ça, c'est la première des choses. En plus, la marque employeur, c'est quelque chose qui nous paraît aussi très important depuis quelques années. Ça nous permet aussi de mieux recruter. Ensuite, ben, forcément, il y a aussi une histoire de salaire et aussi une question de méthode. Donc, recruter aussi en stage, en apprentissage, il y a d'autres pistes de réflexion pour ça. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, comme quoi ça aurait perdu 20, 30, 35, 40% de ses effectifs. Exact. Est-ce que toi, dans ton groupe, c'est le cas et comment est-ce que tu as vécu cette partie-là de personnes qui partent ou alors de pénurie de profil? Alors, je dirais que c'est pas nouveau. Déjà avant cette crise, je trouvais qu'il y avait quand même que c'est un métier où il y a énormément de besoins, mais où il n'y a pas assez de ressources, c'est-à-dire il n'y a pas assez de personnes qui font ce métier. Pourtant, ça peut être peut-être difficile à certains moments, mais je confirme, c'est vraiment un métier génial. Pourquoi? Ben, pour moi, faire plaisir aux clients, être dans le rush du service, dans des beaux établissements, apporter je dirais de l'expérience client, pour moi, c'est quelque chose de génial. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment bien le contact client aussi dans ce métier, par rapport à être dans un bureau, ne voir personne de la journée, voire pire encore, de faire du télétravail. Oui, mais toi, tu es dans ta tour d'argent, tu es directeur général, c'est pas toi qui vas servir le client pour 1500 balles par mois. Déjà, c'est plus que 1500 balles, mais sur le principe, moi, j'aime bien comparer les serveurs euh, à des vendeurs de voitures. Vous prenez en soirée, la personne qui vend des voitures, elle va se mettre en avant, elle va être très fière de son métier, alors que pour moi, c'est le même niveau d'études que quelqu'un qui fait du service en salle. Et je trouve que les gens sont pas assez valorisés en faisant du service en salle de nos jours. Pour moi, je cherche pas des porteurs d'assiettes, je cherche des commerciaux, des gens qui sachent non seulement rendre le moment agréable au client, mais aussi faire de la vente. Dans notre métier, on peut aussi vendre une chambre plus chère en proposant un surclassement. On peut aussi proposer un deuxième café, un dessert. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Il y a une vraie marge de manœuvre pour les employés pour pouvoir s'éclater et pas seulement servir des assiettes ou faire un checking de façon impersonnelle sans s'intéresser aux clients. Et du coup, tu as mis quoi en place pour faire ça? Beaucoup de choses, on a notamment encore des choses qui sont encore en cours de finalisation, mais déjà de bien définir ce qu'on attend, bien définir la stratégie de l'entreprise, bien définir qu'est-ce qu'on souhaite apporter aux clients pour que chaque collaborateur puisse s'y retrouver. Ensuite, on dit souvent que c'est pas la première des choses importantes pour un salarié, mais ça l'est quand même, c'est la partie rémunération. Donc le but, c'est aussi de proposer des objectifs et des primes, voire à la semaine, hein, en fonction d'objectifs très précis. Exemple, si on vend plus que 1,8 café par personne, on peut débloquer une prime de 30 euros par semaine. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a mis encore d'autres choses en place, notamment au niveau de la formation.
Que ce soit autant de la formation en management d'accompagner de dirigeants que de formation avec les budgets FNE, formation en vente ou formation en conseil client, en accueil du client et autres. Ça se passe bien le FNE en ce moment? C'est la misère. Ça fait effectivement, on devait avoir rempli tous les dossiers avant le 10 décembre. On nous a promis que nos salariés allaient pouvoir bénéficier d'énormément de formations. On a tout renseigné et là, ça fait depuis le 10 décembre qu'on attend validation de ces dossiers. J'ai la chance avec Best Western, avec notamment l'école hôtelière EO, qui est vraiment géniale. Ça fait partie de leurs atouts à Best Western, qui ont carrément décidé de nous accompagner coûte que coûte, même si nous n'obtenions pas les budgets au niveau de Acto. Donc ça, je trouvais que c'était une démarche assez forte de leur part et du coup, je suis bien content d'être passé par eux pour lancer ces formations. Donc je dirais, peut-être qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Ça gagne combien, directeur général? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait demander à d'autres directeurs généraux. Moi, j'ai un poste un petit peu particulier dans le sens où je suis aussi comment dire, repreneur du groupe. Donc, il y a une partie salaire, effectivement, mais il y a aussi une partie un peu actionnaire et encore une partie objectif prime. Donc, c'est vrai que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille pour gagner plus. Il faut aussi que mes établissements deviennent rentables. Du coup, ça gagne combien? 5 000, 10 000, 15 000, 20 000? Entre 5 et 10, du coup. C'est quoi une semaine type pour un entrepreneur comme toi? Alors déjà, moi j'ai la particularité d'avoir 4 établissements, dont un qui se trouve dans le sud de la France et les 3 autres dans l'est. Donc déjà, un des premiers rôles d'un directeur général, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans ces établissements, d'être présent auprès de ses équipes, donc, mais surtout de ses managers, donc qui sont mes collaborateurs directs. Donc une partie de la semaine est déjà d'aller sur le terrain auprès de mes équipes, répondre à diverses demandes de l'ensemble des collaborateurs, faire en sorte de déléguer auprès de ces différents collaborateurs directs pour qu'on n'ait pas tout à faire soi-même, d'organiser toutes les réunions mensuelles, donc enfin de participer à toutes les réunions mensuelles de gestion, de comité de direction et autres. Donc ça remplit déjà pas mal l'agenda. J'ai aussi une structure à part qui est Optimus. D'ailleurs, on s'est rencontrés tous les deux grâce à ça. Donc, c'est un logiciel de gestion pour les hôtels, restaurants que j'ai créé et qui me prend encore un petit peu de mon temps. Le temps passe très vite. Je fais une réunion avec chacun de mes collaborateurs directs. Ça me fait déjà 15 heures par semaine quasiment. Ensuite, je fais les visites. Je regarde les différents sujets urgents. Donc en gros, c'est de mettre de l'huile dans la machine. Exact, et même des fois de tirer la locomotive, si on peut dire. Donc je cherche effectivement à dynamiser avec mes collaborateurs pour que je ne sois pas le seul à tirer la locomotive, parce que 100 personnes à tirer, des fois, ça faut un petit peu forcer, quoi. T'es marié, t'as des enfants? Ouais, je suis marié depuis, cette année, ça va faire 12 ans, et ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Et là, on va peut-être s'arrêter là, mais là, je suis au troisième, là. On a 3 enfants, là, de 9 ans, 7 ans et 2 ans. Et elle le vit comment ça? Qui? Ta femme? Ma femme, c'est pas évident. Après, elle le vit bien, c'est comme tout. Il y a beaucoup de points positifs. Après, il y a quelques points négatifs, effectivement. Je dirais que c'est même un métier à part entière en ce moment, sachant que j'ai mon premier fils qui a un handicap. Donc, c'est vrai que ça, je dirais, c'est comme si j'en avais 4, pour faire simple. Tu bosses combien d'heures par semaine? Oh, une dizaine d'heures à peu près. Non, c'est quand même très prenant. Et puis, je crois que c'est Confucius qui avait dit choisissez un métier que vous aimez, comme ça vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. C'est le cas? Ouais, c'est le cas. Ouais. Une grande partie de mon métier est passionnant. De développer, de réfléchir à la satisfaction client, d'avoir des beaux établissements comme les nôtres et de faire en sorte que, je dirais, tout le monde soit heureux dans nos établissements et puis que nos collaborateurs aussi soient heureux. Ça, c'est aussi un point important. On parlait tout à l'heure du recrutement ou de la fidélisation des collaborateurs. Une grande partie de ma mission, c'est de faire non seulement respecter ou du moins faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à nos valeurs,
parce qu'on a des valeurs fortes dans notre groupe familial. Et après, bah, de faire en sorte aussi qu'ils soient heureux de venir travailler. Si tu viens travailler avec la boule au ventre et de ça, généralement, t'es pas top vis-à-vis des clients, quoi. Si tu es déjà super content toi à titre personnel, ben, je dirais c'est plus facile de rendre content les clients, tu as moins besoin de faire semblant, quoi. Qu'est-ce que tu as mis en place pour être sûr de ne pas être absorbé par l'opérationnel? Ça, c'est une bonne question. Euh, pour moi, d'ailleurs, ça fait partie d'une de nos valeurs, c'est d'avoir confiance dans les gens. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir confiance dans ses managers. Bien sûr, ça n'exclut pas le contrôle, hein, on est d'accord, mais c'est de pouvoir avoir confiance sur le fait qu'ils soient bons dans leur poste et qu'ils vont au bout des choses. Parce que si on n'a pas confiance là-dessus, on va constamment bah, faire le travail du directeur à sa place. Et si lui n'a pas confiance dans ses équipes en dessous, le directeur va faire le travail de ses équipes en dessous et on va tous descendre d'un niveau qui fait qu'on va tous se mettre dans la mise. Donc l'idée, c'est vraiment d'instaurer ce climat de confiance. Déjà en définissant les rôles, donc là on va parler de fiches de poste, de fiches de fonction et autres. Donc c'est bien définir ce qu'on attend de chacun et après ensuite de faire en sorte que chacun fasse ça et pas la mission des gens en dessous de lui. Donc c'est pas évident comme question et c'est un travail de fond et je suis vraiment en plein dedans. Du coup, tu as fait ta fiche de poste? Exact. Et je dois m'appliquer à moi-même ce que je dis de faire à mes directeurs, hein, forcément. Le but, c'est de montrer l'exemple. Donc, voilà. L'impact de l'Ukraine? Impossible à mesurer pour l'instant. Peut-être encore un peu faible aujourd'hui, mais à mon avis, de semaine en semaine, ça va malheureusement nous impacter plus fortement. Au niveau de l'économie de manière globale, au niveau des défaillances qu'il peut y avoir de différentes entreprises qui, eux, en sont reliées, l'impact direct que j'y vois, par exemple, bah, l'huile de colza en cuisine, ok, très bien, ça va prendre ça x2 vu que tout vient d'Ukraine. Bon, ça c'est un exemple concret que j'y vois. J'ai peu de clientèle russe ou ukrainienne dans mes établissements jusqu'à ce jour, même si dans le sud de la France ça doit forcément impacter. S'ils vont moins dans les palaces ou quoi, bah, potentiellement ils vont peut-être baisser un peu leur prix, peut-être que du coup ils vont peut-être être dans les zones de prix de mon établissement de Mandelieu. Bon, ça peut être une chose. Après, on parlait récemment avec quelqu'un qui est dans l'automobile qui nous disait que tout le titanium vient de Russie et que les usines de Porsche les deux usines avaient fermé là dans la semaine dernière. Donc ça, par exemple, l'usine étant fermée, ben les dirigeants de cette usine ou les clients potentiellement ne viendraient pas à l'hôtel en se déplaçant. Donc je dirais que ça va faire effet boule de neige et ça aura forcément un impact sur nous aussi, quoi. Donc, sans parler de l'impact psychologique aussi, parce que c'est vrai que ça fait un peu flipper ces trucs-là. Donc, je dirais, même moi personnellement, je sais pas comment dire, ça fait un peu peur, ouais. Et ça te met dans des dispositions pas forcément positives sur l'avenir, ce genre de sujet, quoi. Donc, Et ça se ressent sur les salariés aussi? je dirais, j'ai pas encore vraiment vu ça, mais je dirais forcément ça doit créer un peu une petite psychose chez différentes personnes, sachant que les médias, bon, c'est leur gagne-pain, donc forcément ils sont dessus à fond, mais tu allumes la télé, tu vois que ça, même pour ses enfants. Quand mes enfants ils m'ont dit, tiens, c'est quoi ça, des tanks dans une ville et de ça, je savais pas que ça existait. Je me dis, ouais, c'est un peu dur à expliquer, donc voilà, je pense que on est tous un peu impactés. Le télétravail, tu l'as vécu? Ouais, c'est marrant. Enfin, c'était pas marrant, mais on a fermé tous nos établissements au début de la pandémie, donc février ou mars de 2020, où là, bah, on a carrément fermé tous les établissements. Donc j'ai mis en chômage partiel tout le monde et j'ai fait télétravail, moi personnellement, pour la première fois, avec ma responsable commerciale. Et après, au fur et à mesure, quand on a pu réouvrir, les gens dans nos établissements doivent être face aux clients. Donc, je dirais, c'est plus nos clients qui sont concernés par le télétravail que nous-mêmes, où on le voit, dès que le télétravail s'est arrêté, là, le 15 février, les clients sont revenus à l'hôtel. Donc, nous, on est très fortement impactés par ce télétravail, mais nous, on ne peut pas forcément faire de télétravail. Donc toi, tu bosses avec ton père et ton frère. Ouais, ouais, exact. C'est un groupe familial où
Moi, à la base, je suis ingénieur bâtiment, mais j'ai un petit peu migré dans différents métiers du groupe. J'ai fait pas mal de métiers différents dans le groupe familial. Et pour en arriver maintenant là, à m'occuper entièrement de l'hôtellerie-restauration. Et mon frère s'occupe de toute la partie construction au sens large. Et mon père est en retraite, comment dire, théoriquement il est en retraite en mars cette année. Mais bien sûr, il va prendre son rôle de président de plus en plus, il va de plus en plus prendre cette casquette-là en nous laissant, nous, j'allais dire, au terrain, avoir le rôle de direction générale. Donc c'est un trio gagnant. C'est quoi vos relations à tous les trois et comment vous faites pour gérer et piloter le groupe? Alors je dirais déjà on a des relations fortes, c'est-à-dire qu'on se voit souvent. On se voit souvent le week-end, en semaine. Depuis que je suis revenu de Paris, on se voit quand même très régulièrement. On est une famille assez proche, on part en vacances encore ensemble, des choses comme ça. Donc c'est pas évident parce des fois on a envie de parler de boulot, donc il faut savoir un petit peu cloisonner. Mais sinon on s'entend déjà très bien, ça c'est déjà une chance. Euh, on n'a pas toujours la même vision du business, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement échanger, partager. Et après, derrière, encore une fois, entre le président et son directeur général, il y a aussi une notion de confiance qui doit s'établir, où il me fait de plus en plus confiance dans mes stratégies, pour me laisser justement aussi la main à ce niveau-là. Ce groupe hôtelier, c'est un beau challenge que j'ai j'allais dire, de l'amener jusqu'à la rentabilité pour pouvoir pérenniser ça, pour plus tard que ce soit quelque chose même pour mes enfants derrière. Et du coup, tu l'avais 30 rentable quand? Euh, dans nos prévisionnels optimistes dès cette année, euh, après c'était des prévisionnels, on va dire, hors Ukraine et avec un Covid qui s'arrêtait effectivement là en ce moment. Donc on va dire pour le Covid, c'est bien parti, même si ça peut revenir nouveau en novembre, décembre, mais maintenant pour Ukraine et autres, c'est vrai que ça va pas être évident. En tout cas, j'ai mis en place les équipes pour, ils ont tous les objectifs pour. Maintenant, il faut que chacun s'y mette et qu'on soit le plus efficace, efficient possible pour ça, quoi. Mais j'ai bon espoir. Est-ce que tu penses que ce sera assez l'espoir? L'espoir fait vivre, ça, effectivement. Donc, au quotidien, c'est bien l'espoir, mais après, c'est surtout la méthode. Donc, on n'en a pas forcément parlé encore, mais l'idée, la méthode, c'était de vraiment remettre en place toutes les fondations. Donc là, ça fait 2 ans que je suis dessus, de remettre des fondations solides, avec des process solides, avec des équipes, entre guillemets, efficientes, avec les gens qui savent quoi faire, avec une stratégie en se disant, bah, c'est quoi le plus important? C'est avoir de nouveaux clients et fidéliser nos clients. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, c'est des plans d'action derrière en mode projet. Je vois déjà des, des, des éclaircies sur différents endroits. C'est pour ça que je dis que j'ai bon espoir. T'as une anecdote à raconter entre ton père, ton frère et toi? Ouais, j'en ai une bonne. C'est toujours difficile comment dire, de mélanger le travail avec le côté familial. Et ça nous est arrivé régulièrement de parler boulot, même quand on était le week-end ensemble. Et quand la discussion elle est sur du détail et qu'elle n'est pas forcément constructive et qu'on n'est pas forcément du même avis, ça peut arriver des fois où on se gâche un peu le moment, quoi. Et du coup, on a décidé 2 choses. La première, c'est de mettre en place un comité stratégique tous les trois. Donc on se voit une fois par mois, une réunion où on bloque nos agendas, on est pendant 5 heures ensemble avec un ordre du jour, des sujets définis, ce qui nous permet déjà de solder une bonne partie des questions stratégiques pendant ce moment-là. Et du coup, donc cette réunion-là. Et la deuxième, c'est aussi d'avoir des règles de communication entre nous, où du coup, on a établi 7-8 règles de communication. On ne coupe pas la parole ou ce genre de choses. Et du coup, en gros, quand un de nous trois la respecte pas, on sort un carton jaune. Et du coup, ça nous permet de tout de suite se rendre compte, ah oui, c'est vrai, là, j'aurais pas dû le formuler comme ça. C'est quoi la clé du succès dans ton métier d'entrepreneur?
Je dirais au sens large, être entrepreneur, c'est avant tout être manager. C'est-à-dire que faut savoir s'entourer. On dit souvent faut savoir s'entourer, mais il faut aussi savoir travailler avec les gens. Il faut savoir aussi les écouter. Il faut savoir aussi euh, dans quel état d'esprit ils sont, quelles sont leurs compétences. Donc tous ces sujets-là, c'est pour moi ce qui est primordial en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il faut avoir une vision forte, donc une vision ambitieuse. Les gens aiment bien suivre aussi des leaders, comme on disait avant, donc des entrepreneurs managers, et aussi des gens qui ont une vision. Et c'est pour ça que je dirais, les gens ont suivi depuis plus de 20 ans mon père, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont rejoint quand sa société est née et qui sont encore là aujourd'hui. Pour moi, un bon entrepreneur, il a des bonnes idées, il a une vision ambitieuse, il sait bien s'entourer, il sait bien manager ses gens et aussi il a une notion de tout ce qui est finance parce qu'on peut être le meilleur du monde si la trésorerie de l'entreprise n'est pas bonne, on n'a pas de prêt, on n'a rien. Donc voilà, je dirais, ce seraient ces 5 points-là les clés de la réussite. Tu as fait un PGE, Oui, on a dû en faire quelques-uns. Oui, enfin, on en a fait quelques-uns. donc tu les rembourses maintenant? Oui, exact. C'est compliqué? Bah, je dirais quand on est un groupe solide, non, on recapitalise, on reprend des sous qui sont gagnés d'un endroit pour les dépenser dans un autre. Donc voilà, mais oui, c'est pas évident parce qu'il y a aussi les décalages de remboursement de prêts. Donc je dirais tout arrive en même temps. Quand tu n'as pas de clients pendant 2 ans ou 1 an et demi et que tu es fermé, bah, tu décales tes prêts, tu prends les PGE. Maintenant, il y a un peu tout en même temps. Donc au niveau trésorerie, oui, c'est compliqué. C'est quoi ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, c'est d'avoir trouvé ma femme, de m'être marié avec et d'être encore avec elle et d'avoir fait 3 enfants. Ok, ça c'est la vie perso et la vie pro. Si je devais en choisir une, ça pourrait être le logiciel Optimus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai créé de zéro, qui était vraiment de moi, et même le service informatique au sens large du groupe, quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2008, on commençait à peine à avoir les iPhones. On faisait encore des fax à tout le monde, on était très peu informatisé. Et dès le début, je dirais, j'ai senti que l'informatique allait prendre une part importante dans notre quotidien. Et du coup, je dirais la réussite, ça a été d'anticiper ça et de mettre au fur et à mesure en place soit un service avec des gens, comme on disait avant, c'est les hommes qui sont importants, donc d'avoir fait ça et d'avoir aussi créé des outils qui aujourd'hui sont vraiment très utiles pour nous. Est-ce que tu as un conseil pour les dirigeants, pour les futurs dirigeants d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité? Ouais, ne restez pas seul. C'est-à-dire que souvent on est dans sa bulle. Je disais tout à l'heure les clés de la réussite pour un entrepreneur, c'est ne pas rester dans sa bulle, c'est-à-dire de parler avec d'autres entrepreneurs ou éventuellement des gens qui accompagnent les dirigeants, euh, voire même des fois sa famille ou autre. Mais ça peut être intéressant de discuter avec des gens qui sont dans les mêmes situations que vous. Chacun peut l'avoir d'une autre manière et du coup vous apporter des clés de réflexion ou des pistes ou même des solutions à certains de vos problèmes. Tu regardes quoi comme série en ce moment? En ce moment, j'ai commencé Dynasty là, sur Netflix, je sais pas, je trouve ça marrant. T'as une destination à recommander? Bah, j'en ai même 4, donc je vous conseille Mandelieu-la-Napoule. Il y a un merveilleux établissement qui s'appelle l'îlot du Golfe. Sinon, si vous n'êtes pas encore allé dans l'est de la France, j'ai 3 destinations. Donc Mulhouse, Strasbourg et Belfort. Et si on veut 20%, on appelle de la part de Julien Kessler. Alors oui, pour ceux qui me connaissent, j'ai créé un code promo spécial pour mes amis ou les gens qui réservent par mois. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça, avec grand plaisir. Tu lis quoi en ce moment? J'ai commencé un nouveau bouquin pour la stratégie en hôtellerie-restauration, un guide, un manuel. Je vais voir ce que ça dit. C'est bien. Je viens de démarrer. Et le dernier livre que t'as lu, c'est quoi? Oula.
Ah si, c'est un livre, c'est une BD, mais je la conseille encore une fois à tout le monde aussi. C'est Le Monde sans fin. C'est une BD qui a été coécrite par le vulgarisateur Jean Covici, qui est une BD sur le climat et sur l'énergie. Et du coup, je vous conseille à tous de le lire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on l'a offert à chacun de nos gros clients et à chacun de mes directeurs dans l'entreprise pour qu'ils puissent se rendre compte un peu dans le monde dans lequel on est, pourquoi les choses se sont passées comme ça au niveau de l'énergie et pourquoi le fait que je dirais chaque pays continue d'évoluer, utilise donc de plus en plus d'énergie, que ce soit pétrole ou même des énergies renouvelables, et que du coup ça pose de réels problèmes pour notre planète. Donc s'il y a un livre à lire en ce moment, ce serait celui-là. Ouais. Merci Julien Kessler. Mais de rien, Benjamin Sicot, c'était un grand plaisir.